Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Originaire de la vallée d'Aoste, la famille de Laurette emprunte ce chemin depuis plusieurs générations. Aline, sa fille, perpétue aujourd'hui cette tradition. Ça me rappelle des bons souvenirs de l'enfance. Ça me permet aussi de me détacher de la vie quotidienne. Je ne sais pas, par exemple, du bruit de la grande ville, de tous mes engagements. Et donc, c'est un moment de paix, de repos, de tranquillité. La première étape du tracé italien conduit les randonneurs jusqu'au village de Saint-Rémy-en-Beauce. C'est ici qu'habitaient les marronniers, c'est-à-dire les guides qui accompagnaient les pèlerins, les voyageurs jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. C'était en fait un privilège parce que seuls les habitants de ce bourg pouvaient exercer cette fonction et ça leur avait été donné par le comte de Savoie au XIIIe siècle. Plus tard, cette fonction a été transformée et ils sont devenus les soldats de la neige, c'est-à-dire un corps de l'État. C'était leur service militaire. Et seuls les habitants de Saint-Rémy pouvaient exercer cette fonction. Laurette nous conduit dans un lieu incontournable de Saint-Rémy. Bonjour Bruno. Oh, ciao Laurette. Ciao. Tout à mode. Bruno Fegatelli est l'un des derniers producteurs de l'authentique jambon d'Aoste, dont l'origine remonte au XIVe siècle. L'os, il doit sonner vide, comme un tambour. Parce que comme ça veut dire qu'il est bien séché. Parce que si ça ne sonne pas vide, ça veut dire que dedans, il y a de l'eau ou du mouillé. Alors, il peut être bon le jambon. Le secret de l'affinage, c'est ce tapis de foin. Alors, le foin, c'est une spécialité du jambon de Beauce. Son utilisation, c'est pour tenir toujours pareil l'humidité dans la chambre. Alors, quand il y a de la pluie, le foin, il tire l'humidité, il ne la laisse pas venir au jambon. Quand il y a du sec, il rend l'humidité. Alors, on a toujours la même quantité d'humidité dans la salle du jambon. Dans le temps, dans le Moyen-Âge, il les faisait sécher dans les palieurs, on dit en patois. Le palier, c'est le lieu où on tenait la paille. Notre jambon, il est fait comme ça aujourd'hui, comme dans le XIVe siècle. De la même façon, un peu spécial. C'est l'unique jambon italien avec le nom français. Parce que la Vallée d'Aoste, c'est un pays francophone où on parle ni un super bon français, ni un super bon italien, parce que non, présente juste au patois. C'est un peu comme la langue d'oc. C'est la langue ancienne, un ancien français du XIVe siècle. On y fait une petite piqûre, on rentre dans le jambon, on le tire, on le met sous le nez, et on entend au fond de la bouche le goût du jambon. Ça s'appelle la spilature en italien, ça veut dire la choix du jambon. Alors, on va choisir celui-là, parce qu'il est plus mûr, il est un peu plus maigre, il est déjà avec beaucoup de parfum, alors il est déjà prêt pour la découpe. Voilà. Ah donc, Patre, il faut qu'elle copie ça, c'est jambon seul, hein? Oui. Alors, maintenant, on fait la découpe du jambon de Beauce. Quand on découpe le jambon, on lui enlève la peau jusqu'au jarret à peu près et on laisse le label, parce que ça, c'est le label qui reconnaît le jambon de Beauce. C'est pas nous qu'on le met, c'est le ministère des politiques agricoles européennes qui nous donne le label. Moi, je suis fier, parce que c'est une reconnaissance européenne. C'est l'unique jambon d'Aoste, appellation d'origine contrôlée, le véritable jambon d'Aoste, qui n'est fait que dans le village de Saint-Rémy-en-Beauce, un village à 1600 mètres au fond de la vallée du Grand Saint-Bernard. Voilà, Oh, bellissimo. Jusqu'à les jambons. Wow, super. Voilà, le jambon de nous. Alors, quand on déguste une tranche de jambon de Beauce, avant tout, on déguste 4 ans de travail de l'homme aujourd'hui. Mais on déguste à peu près 6-7 siècles d'histoire du Grand Saint-Bernard.
C'est de 1397 qu'il a été fait le jambon de Beauce. Il a un goût particulier, c'est le goût du terroir, c'est le goût, on sent la vallée du Grand Saint-Bernard, on sent les courants qui descendent du col. Pour moi, c'est un jambon exceptionnel. Passé le village de Saint-Rémy-en-Beauce, le parcours de la Via Francigena se poursuit le long de la vallée du Grand Saint-Bernard. Une vingtaine de kilomètres avant de rejoindre la ville d'Ost et sa vallée au Sans-Château. La vallée d'Ost est la plus petite région d'Italie. Elle s'étire sur une centaine de kilomètres à l'est du massif du Mont-Blanc. L'entrée de la vallée est gardée par l'une des plus imposantes forteresses des Alpes, le fort de Bar. Dans cette région, on compte pratiquement autant de châteaux qu'il y a de villages. La quasi-totalité de ces châteaux est gérée par la région autonome Vallée d'Ost. Nathalie Dufour est architecte. Elle veille sur chacun d'entre eux. Le château de Gressoney-Saint-Jean, construit au début du XXe siècle, est l'un de ses préférés. Moi, j'aime beaucoup ce château. Il est très moderne, il est imposant, mais il est délicat. À l'extérieur, il est puissant, fait de pierre, de tours, tandis qu'à l'intérieur, on trouve un autre monde. Et nous voilà à l'intérieur du château. Là, c'est le salon le plus beau, le principal. Quand on entre, on voit déjà la majesté et la puissance de la famille de Savoie qui est représentée par la couronne et les éléments héraldiques. Ce château était la résidence d'été de la reine Marguerite de Savoie. Il doit sa renommée à un ouvrage de menuiserie spectaculaire. Et voilà, c'est l'escalier monumental qui caractérise le château, entièrement en bois de chêne. Le bois qui est un matériel noble et qui a la capacité de se démontrer dans sa puissance et noblesse. La particularité de cet escalier, c'est la forme. Et pour donner la courbe à la structure, on a réchauffé les éléments en bois à la vapeur. Donc là, pour moi, c'est magnifique. C'est un peu comme si sont mes châteaux. Donc, on met tout l'amour d'un propriétaire vers la maison. Et donc là, c'est un peu la passion qui nous guide à restaurer, à conserver, à croire dans les monuments pour les générations qui arriveront. À quelques kilomètres de là, Nathalie a rendez-vous dans un autre château de la vallée d'Ost. Derrière sa façade austère, le château d'Issogne abrite un témoignage exceptionnel de la Renaissance. Nathalie y retrouve un collègue avec qui elle doit inspecter une série de fresques sur lesquelles d'importantes restaurations vont être engagées.
Ces fresques, elles ont disparu parce qu'elles sont exposées au soleil, au vent, à la pluie. Et donc, tous ces éléments ont endommagé la surface des peintures. Donc, on doit intervenir pour sauvegarder ce qu'il y a encore. Pour se représenter le faste du château au temps de sa splendeur, il faut se rendre dans la galerie. Nous sommes dans la galerie couverte, l'endroit un des plus importants du château. En effet, les parois sont entièrement décorées avec des fresques. Il y a des voûtes, il y a des armoiries que nous rappellent le seigneur du château, la famille de Chalain. C'est important ce lieu parce que c'était l'entrée à la cour. L'entrée, c'était par là, c'était la porte principale. On entrait de la route du village. Donc, les visiteurs arrivaient ici et découvraient déjà la cour, le jardin, mais cet endroit, les lunettes, qui sont un peu un miroir sur la vie au-delà du château. Des fresques du XVe et du XVIe siècle, dans un état de conservation exceptionnel. Des images, par exemple, du marché, avec les couleurs, les fruits, les légumes. Là, il y a la boutique du tisseur, un tas de couleurs. On mesurait, on coupait. C'était en effet les activités traditionnelles qui nous donnent des idées, des informations de ce qui s'est passé à ce temps-là. Encore une chose très importante pour nous, c'est que sur les peintures, il y a des graffitis. Il y a des commentaires des visiteurs, des personnages qui ont séjourné ici et qui allaient partir et qui laissaient un petit peu un commentaire de ce que c'était leur sentiment. Donc, par exemple, ici, on voit 1707, mais les graffitis, on les a datés de 14e siècle jusqu'à 18e siècle. Quelquefois, ils sont gravés sur l'enduit. Dans d'autres cas, ils ont utilisé de l'encre rouge ou bien noire. Des inscriptions en latin ou en italien, mais également en espagnol et en français. C'est un journal qui nous raconte ce qui se passait ici, dans le château. Donc, ça fait partie du patrimoine, oui. À l'intérieur, le château a également conservé sa décoration fastueuse. Nous sommes dans la salle basse, même appelée salle de justice. C'est la salle la plus représentative du château, la plus importante, où le seigneur avait les visites des autres seigneurs, des amis. Et c'est extraordinaire parce qu'elle est la plus belle et la plus décorée. Là, on voit des scènes de vie comme si on est dans une galerie qui regarde à l'extérieur du château. C'est une technique à trompe-l'œil, donc comment grandir l'espace qu'on peut vivre. Là, on voit la puissance, la volonté du seigneur de Chalain de mettre de l'élégance à l'intérieur de son château. Nous remontons la vallée d'Aoste pour rejoindre le versant italien du massif. C'est l'autre face du Mont Blanc, celle que les Français connaissent le moins. Pour en apprécier toute la dimension, il faut emprunter un itinéraire de randonnée devenu mythique. Le Tour du Mont Blanc, également appelé TMB, propose un parcours de 170 km autour du massif. Dans le Val Ferret suisse, Sébastien Tournou et son groupe s'apprêtent à franchir le col qui marque la frontière avec l'Italie. Je vois la bande frontière, les amis, là. Et ça, c'est bon signe. La voilà, on la voyait toute petite tout à l'heure. Elle est juste là maintenant. La bande frontière, et regardez. Donc là, on change de pays, ouais. Regardez comme c'est beau.
Ça, c'est ce qui s'appelle du spectacle. La Suisse est derrière, et puis tout simplement là, devant maintenant, le Val Ferret italien, et puis bien évidemment le massif du Mont-Blanc, là, son versant nord-nord-est. Et puis ce premier ressaut rocheux, cette énorme masse de cailloux, ce n'est ni plus ni moins que les Grandes Jorasses. Depuis l'Antiquité, c'est-à-dire 200 ans avant Jésus-Christ, le Grand Col Ferret a été emprunté par des commerçants, des voyageurs, des gens de passage, des contrebandiers, des chasseurs. Alors ensuite, bien évidemment, depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est devenu le passage un peu emblématique du Tour du Mont-Blanc. C'est également le plus haut col qu'on a sur l'ensemble du parcours. Donc voilà, c'est un passage incontournable et c'est certainement celui qui donne à regarder le plus loin et qui offre le spectacle le plus joli. En route vers l'Italie, absolument. Bon, on a une bonne descente là. Sébastien a plus d'une cinquantaine de tours du Mont-Blanc à son actif. Cela fait 15 ans qu'il est accompagnateur. Je suis chamonniard, je suis né à Chamonix, donc moi c'était tout simplement une logique, un peu une destinée qu'on poursuit, on continue à écrire les belles pages de l'alpinisme. Et puis, à titre personnel, ma fierté à moi d'abord, c'est de faire vivre et partager de bons moments à tous mes groupes. Et ben voilà, on est sur notre balcon. Spectacle encore complètement dingue sur toute la chaîne du Mont-Blanc. L'une des particularités en fait du versant italien, c'est la verticalité et la proximité avec les montagnes. C'est très très raide, ça tombe à pic, ça reste de grandes parois de granit et on a l'impression que tout est juste devant nous et qu'on est presque attiré ou enfin en tout cas que ça nous tombe un peu dessus. C'est très très spectaculaire. Le Tour du Mont-Blanc est l'un des tout premiers sentiers de grande randonnée créés en France. Il a été balisé en 1951 et c'est aujourd'hui le GR le plus emprunté en Europe. Il faut 11 jours pour en parcourir l'intégralité. Une expérience inédite pour les 3 randonneurs que Sébastien accompagne aujourd'hui. C'est exigeant parce que c'est des longues distances, c'est des vallées à parcourir, c'est des balcons à prendre, des descentes, des remontées, différents cols comme un col sur lequel on va arriver. Mais la beauté des paysages et puis les vallons qui sont très verdoyants avec des chemins, ça donne pas mal de baume au cœur et pas mal d'énergie pour la suite. Hop. Ah, la marmotte, c'est excellent. Regardez si elle est déjà un peu grassouillette, notre amie. Ouais. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant de faire les réserves de nourriture. Alors, elles vont aller attraper les dernières petites fleurs, se nourrir de quelques baies qui restent pour se préparer tout simplement à passer ce long hiver dans leur trou. Cette partie du versant italien est dominée par 2 pointes en forme de pyramide. C'est le seul îlot calcaire au sein de ce massif granitique. Après plusieurs heures de marche, le groupe s'apprête à franchir un nouveau col frontière. On est bon. Ça y est, Nous y voilà. on le voit. Allez, notre col de la Seigne. Extra. C'est ça. Ça y est, on va changer de pays. De retour Et au ouais, on pays. change de pays, ouais. Extra. Allez, à toi l'honneur. Passez la frontière, les amis. Nous voilà au pays. Et voilà. La Tarentaise qui ouvre ses portes. Voilà. Tous ces paysages magnifiques, tous ces sommets qui s'élèvent vraiment autour de nous, on se sent vraiment tout petit. Et c'est cette immensité, le fait
de traverser ces 3 pays. On a l'impression qu'on voyage en fait. C'est vraiment ça. On voyage à travers la France, l'Italie et la Suisse. Juste, parce c'est la dernière fois qu'on sait observer le Mont Blanc, là. On est bien d'accord, le Mont Blanc, c'est cette belle bosse bien blanche, un tout petit peu à gauche, là. C'est le Mont Blanc. Celui qui est un peu en contrebas sur la droite, c'est le Mont Blanc de Courmayeur. Voilà. Donc désormais, le Mont Blanc disparaît. On ne saura plus le voir avant d'être à Chamonix, tout simplement. Allez, en avant. Passer le col de la Seigne, c'est un nouveau panorama qui s'offre aux randonneurs. Ici, le paysage est marqué par de vastes alpages. Oh, bah super. Celui de la Raja est l'un des plus singuliers. Cette nouvelle étape conduit les randonneurs sur le point le plus élevé du parcours, la tête nord des Fours. Ils ont rendez-vous avec Geoffrey Garcel, le garde technicien de la réserve naturelle nationale des Contamines Montjoie. Bonjour, des courageux à la tête nord. Ça va passer? Oui, très bien. Nickel. Vous avez des bouquetins juste là si vous voulez voir. Ah, super. Juste là-dessous. Là. Oh, super. Ouais. Il y a des femelles, il y avait quelques jeunes tout à l'heure. Là, ce matin, ils étaient là. Et comment tu arrives à reconnaître que c'est des femelles de là? En fait, on les reconnaît au gabarit déjà, à la taille. Des petites cornes. Les femelles font la moitié du poids du mâle à peu près. Un mâle, ça peut aller jusqu'à 100 kg. Une femelle, ça va faire 50, 60 kg. Elles sont un peu plus petites. Et puis surtout, les cornes sont beaucoup plus petites. Jusque dans les années 70, le bouquetin avait pratiquement disparu des Alpes. C'était une espèce qui était très chassée. C'était un gibier facile. Et puis en plus, il y avait une croyance autour de l'espèce. On dit qu'il a une croix de cartilage dans le cœur et que si on se procurait cette croix, enfin il y a différentes légendes, mais on pouvait accéder à la vie éternelle ou voilà, que ça nous aidait à avoir une vie un peu plus longue. Et puis dans les années 70, à force de réintroduction, les populations ont vraiment prospéré, augmenté, et puis surtout sont rentrées en connexion. Et les bouquetins qu'on voit ici peuvent être à la fois des bouquetins savoyards ou même italiens. Quelque part, les bouquetins aussi font un peu leur tour du Mont Blanc. C'est un carrefour pour le tour du Mont Blanc, mais c'est aussi un peu un carrefour pour la faune sauvage ici. Cela fait une quinzaine d'années que Geoffrey est le garde technicien de la réserve. C'est la plus haute réserve naturelle de France. C'est également un passage obligé pour les randonneurs du TMB. Bonjour. C'est un compteur. En fait, vous venez d'être enregistré. Votre passage vient d'être enregistré. Ce qui nous permet de connaître la fréquentation, vraiment, sur le site. Alors, si vous voulez savoir, vous êtes le 27 500e et 501e. Voilà. Depuis le 12 juillet. Voilà. Bonne fin de tour. Au revoir. Donc, on est sur une moyenne, à peu près une moyenne estivale, 500 passages jour, en moyenne. Donc, il y a des pics, il y a des jours à plus de 1000 personnes sur l'itinéraire. Mais il y a quand même une moyenne sur les 3 mois de 500 personnes jour. Donc c'est quand même un axe très fréquenté. Bonjour. Concilier cette fréquentation avec la préservation des milieux, c'est tout l'enjeu du travail de Geoffrey. Là, ce qu'il faut voir, c'est un sentier comme celui-là, à destination du col du Bonhomme. On le voit actuellement, il est relativement sec, relativement sain. Mais il faut l'imaginer avec beaucoup plus de neige, avec beaucoup d'orages comme on a ici. Et du coup, le sentier est souvent, il peut être rempli d'eau, rempli de boue. Et l'idée, c'était vraiment d'assainir le chemin, par exemple en empierrant certains endroits, pour que les gens puissent passer à pied sec dans tous les cas. Ce qui évite que les gens, pour éviter la boue, sortent dans les milieux environnants. Parce que là, si les gens se mettent à sortir, c'est tout de suite plus délicat. On est vraiment sur des zones où il y a très peu de sol, où ça va marquer très vite. Et en plus, on a des espèces vraiment d'intérêt, on a une flore vraiment particulière. Il faut vraiment que le chemin soit le plus sain possible pour éviter qu'on ait une multiplication de pénétration dans le milieu. La réserve naturelle nationale des Contamines Montjoie
abrite une faune et une flore préservées à chacun de ses étages. Parmi les espèces les plus emblématiques, Geoffrey s'intéresse notamment au lagopède alpin. Un oiseau mythique que tous les randonneurs rêvent d'apercevoir, mais que très peu ont la chance d'observer. Le lagopède alpin, c'est ce qu'on appelle également la perdrix blanche de montagne. Donc c'est un oiseau qui change de plumage en fonction de l'année, qui est très mimétique. Donc c'est-à-dire qu'il y a un plumage qui se fond vraiment dans son milieu. Donc là, il est quasiment couleur pierre et caillou à cette période de l'année, donc il est très difficile à détecter. C'est un oiseau qui peut vraiment être au contact des gens, très proche du sentier, sans forcément qu'on le voit. On l'entend des fois parce qu'il a un cri très rauque, mais on ne le voit pas forcément. Grâce à la photographie, Geoffrey assure un suivi régulier des populations de lagopèdes alpins présentes sur le territoire de la réserve. Cette relique des dernières glaciations s'est installée en altitude pour fuir l'augmentation des températures. Dans un contexte de changement climatique, son avenir est particulièrement préoccupant. Du fait qu'on gère un espace protégé, on a vraiment une légitimité à être un peu sentinelle de ces oiseaux, être un peu dans une veille vraiment de comment ça se passe, parce que c'est un oiseau clé vraiment de ces milieux-là. Et de connaître l'évolution du nombre d'oiseaux dans ce groupe, pour nous, c'est important. Le lagopède alpin change 3 fois de plumage au cours de l'année pour se fondre dans son environnement. Ses pattes sont entièrement recouvertes de plumes pour le protéger du froid. Avec lui, une centaine d'espèces peuplent la réserve. À travers ces photos, Geoffrey capture des instants de vie saisissants. Je crois que les gens ils sont d'autant plus touchés et sensibilisés s'ils sont quelque part émerveillés par une belle image. Donc c'est un point d'entrée. Donc on essaye des fois d'allier les deux dans un cadre de sensibilisation ou dans un cadre scientifique. Au sud de la réserve s'ouvre le Beaufortain. Un territoire sculpté depuis des siècles par le travail des hommes. Et voilà parti, sortie du Mont Bizane. Donc là, je suis en train de voler direction du Mont Blanc. Donc en dessous de nous, on a les alpages qui correspondaient justement au pâturage pendant la belle saison, qui étaient des alpages de remue. C'est-à-dire que, effectivement, à chaque fois que la neige se retirait, on montait de plus en plus haut en alpage pour faire pâturer les troupeaux. Jean-Luc Rebord est moniteur de parapente. Cela fait plus de 30 ans qu'il survole le Beaufortain. Le Beaufortain, aussi plus communément appelé le Petit Tyrol. Donc avec ces longues forêts, paysage très doux qui fait partie des massifs des Préalpes et qui sont juste avant les massifs très acérés du Mont Blanc. La première étape de son vol conduit Jean-Luc dans l'une des vallées emblématiques de la région. Et donc ça y est, on va déboucher dans la vallée de la Haute-Lumière avec le village d'Autelus, avec sa célèbre église baroque donc de Saint-Jacques d'Assyrie. Jean-Luc s'attarde au-dessus de l'un des joyaux du Beaufortain. L'église de Autelus se distingue par ce clocher à bulbe majestueux, haut de 55 mètres.
Le vol se poursuit en direction du village de Beaufort. Et on retrouve les faces ensoleillées. On est au cœur de ces croisements de vallées. On aperçoit le village de Beaufort avec effectivement le très célèbre fromage du Beaufort. Et on se dirige en direction du très bien nommé défilé d'Entre-Roches qui fait dos au village de Beaufort, qui permet, avec cette vallée très très étroite, d'accéder à la montée qui va amener sur le Cormet de Roseland et plus loin sur le col de la Seigne et donc l'Italie. Au bout de cette vallée, l'un des barrages les plus spectaculaires du massif alpin, le barrage de Roseland. Il a été édifié à la fin des années 50 sur le site d'un ancien village d'alpage. Ce barrage, il est surprenant dans ce paysage et en même temps, il s'accorde très bien avec les montagnes alentours. Et ma foi, regardez à cette heure-ci, cette géométrie-là, des coulées de béton, je trouve ça vraiment extraordinaire, de la qualité du travail des hommes aussi, du génie de l'humain. On ne peut pas le dire de tous les barrages, il est unique au monde. Celui-ci, c'est un cabinet d'études qui a décidé de faire des fausses montagnes avec ses contreforts et d'y appuyer une voûte lenticulaire qui est vraiment superbe. Vous voyez, elle est en avancée par rapport aux contreforts. Courbe, contre-courbe, baroque. Là, il y a un jeu d'ombre et de lumière. Je le trouve artistique même, plus que beau. Martine Vialet-Détrat vit dans le Beaufortain depuis une quarantaine d'années. Elle sillonne régulièrement ces routes escarpées pour recenser le patrimoine caractéristique de la région. Nous nous dirigeons sur Boudin, où, comme vous pouvez le remarquer, la pente est assez vertigineuse, la route étroite. Il a été dit pendant longtemps que ici, on était obligé de ferrer les poules afin qu'elles se tiennent droites et qu'elles puissent avancer. Martine rejoint Jean-Michel Vialet, l'un des derniers agriculteurs de Boudin. En cette fin de mois d'août, il est occupé au regain des foins, la deuxième coupe de la saison. Sur ces pentes escarpées, le travail se révèle particulièrement impressionnant. Et c'est impressionnant au départ, oui, quand j'ai appris à conduire, il a fallu que je m'y fasse. Mais j'y suis allé tout doucement, et puis petit à petit, on prend de l'assurance, et tout doucement, les choses viennent d'elles-mêmes. Parfois, on se fait une petite frayeur, ça nous remet une piqûre de rappel, et puis après, c'est bon. Ça arrive, ça? Oui, mais en général, dans un terrain comme ça, on ne fait pas de bêtises. Parce qu'on sent quand même qu'il y a de la pente et que ça nous emmène. Là, vous voyez, on est quand même obligé un peu de se retenir sur les pieds. Donc, on prend le temps de faire les bonnes manœuvres. Après, moi, c'est mes parents qui m'ont appris à conduire. Donc forcément, ils m'ont donné toutes les indications nécessaires. J'ai commencé à conduire dans des pentes un peu moins fortes. Et puis après, quand ça a été, je suis venu là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Boudin est un endroit où la pente est reconnue et en même temps, les gens ont toujours dit que ceux de Boudin étaient des gens raffinés avec les prairies et qu'ils savaient récolter et du coup faire des paysages qui ont cette qualité que vous avez un peu partout sous les yeux. Aujourd'hui, c'est différent avec les mécanisations. Les puristes vont dire c'était mieux avant, mais il faut faire ce travail. Et moi, je leur laisse vraiment le faire et ils le font avec la meilleure qualité possible. En 2015, Jean-Michel a repris l'exploitation de ses parents, moins par obligation familiale que par amour du patrimoine de sa région. Je considère une exploitation comme un tout, c'est un ensemble. Je n'aime pas me cantonner qu'à une activité. On part, vous voyez, du sol, on fait pousser de l'herbe, les vaches le mangent, on prend le lait, on en fait du fromage. C'est un produit qui est apprécié, vous voyez, il y a tout un cycle. Et ça se poursuit tout au long de l'année.
Voilà, là on est mois d'août, c'est la période des deuxièmes coupes, c'est un moment particulier de l'année. La qualité du Beaufort, elle part d'ici, là, ce que vous avez à côté de vous, là, ça c'est de l'herbe. Meilleur elle est, meilleur sera le lait des vaches, meilleur sera le fromage. Et donc techniquement, c'est là qu'on vendra le mieux, on va dire. Il faut faire un bon produit pour que ça se vende. Voilà, tout simplement. Ça c'est de l'économie basique, mais c'est ça aussi. Jean-Michel vit au cœur du village de Boudin, l'un des villages les mieux préservés du Beaufortin. Une maison traditionnelle du Beaufortin, et à la fois dans un jus actuel, puisqu'elle est toujours exploitation agricole, et le rez-de-chaussée réservé aux animaux, l'étable qui est encore là, pas pour un énorme troupeau, un étage où l'homme ne cohabite jamais avec les animaux, donc dans le dur. Et puis au-dessus, la partie en bois avec des madriers d'épicéa qui ici ont l'âge de cette maison, qui est au moins du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, vous voyez que la récolte a été bonne cette année. Le foin déborde à travers les madriers d'épicéa. Moi, j'aime bien quand une maison a un vrai vécu, quand elle est là et que le temps passe, mais il y a toujours une activité humaine et avec des gens qui sont amoureux de l'agriculture. Alors ça, vraiment, je trouve qu'elle répond à ces critères de construction et c'est toujours vivant au XXIe siècle. Même si à certains, ça peut paraître désuet, mais non, c'est vivant. Les villages de la région se distinguent par leurs tas de bois, agencés comme de véritables œuvres d'art, et par de petites constructions situées à proximité des maisons. Ce sont les greniers du Beaufortin. Alors, le grenier a deux fonctions. Une fonction garde-manger pour la partie basse. Les choses de la terre vont être conservées en bas, alors pommes de terre, légumes, au frais, à l'humide. Donc c'est en dur, en maçonnerie. La partie haute, elle est réservée aux grains. Puis, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a la clé. Et en général, ces clés de grenier sont énormes, trésors. Il est à l'écart parce qu'en cas d'incendie, et ça, malheureusement, Boudin a été particulièrement touché, en cas d'incendie, on espère pouvoir au moins sauver les réserves alimentaires et toutes les choses précieuses auxquelles on tient. Martine reprend la route sur les chemins du baroque. Cet itinéraire qui traverse le pays du Mont-Blanc propose différentes étapes dans le Beaufortin. L'une des plus étonnantes se situe dans le village de Caige. Nous arrivons à l'église Sainte-Agathe de Caige, où on est surpris par ce donjon médiéval qui vraiment est austère, on sent sa force. Grand donjon de défense du XIe siècle, puisque les seigneurs de Caige étaient là. Et aujourd'hui, c'est le clocher de l'église. Et après, nous allons entrer dans l'église où, stupeur des stupeurs, on va trouver un petit joyau, un petit bijou, avec surtout le cœur de cette église, qui est absolument magnifique. Chaque église du Beaufortin, 5, ont toutes des retables baroques. Mais celui-ci est de loin mon préféré, par son homogénéité, par sa qualité. Et moi, j'aime la façon dont le tabernacle entre dans le tableau sans le trahir et sans enlever les personnages. Alors, sur le tableau, vous avez notre Sainte Agathe portant ses seins sur un plateau et avec les tenailles de son martyr. Et Sainte Agathe, en tant que femme, on la célèbre encore aujourd'hui. Alors, elle protège de certaines maladies. Par exemple, comme elle protège l'allaitement, on va lui donner comme protection protéger toutes les douleurs du sein et les cancers. Donc, vous voyez qu'on s'est modernisé. Elle va protéger, puisqu'elle est sicilienne, de tout ce qui touche le feu. Les éruptions volcaniques, ici, c'est plutôt rare, mais tout ce qui est foudre. Et c'est pour ça que quand il y a foudre, on prie Sainte Agathe. Alors, on ne peut pas éviter de parler des colonnes torses qui sont là avec un décor
que moi je trouve uniques, je ne les ai pas vues ailleurs. Des grappes de vigne complètement réalistes, on a envie de s'en saisir. Il y a des oiseaux figurés sur ces colonnes torses qui vont eux aussi s'en saisir et aller picorer les grains. J'aime cette vie qu'il y a dans ce tableau. Regardez Saint-Pierre, il tient sa croix un petit peu de travers là, et sa clé, qui est quand même un symbole important, passe devant la colonne torse. On dit c'est une erreur. Non, pas du tout. Ils sont vivants, ils sont là, ils sont présents. Et tout porte à monter la tête pour regarder le plus haut possible. Et quand votre regard monte, de la terre, il va vers le divin. Retour dans la vallée de Chamonix, point de départ de notre tour du Mont Blanc. Ce matin, une équipe de botanistes s'apprête à rejoindre un site emblématique du massif. Il y a beaucoup plus de familles que d'alpinistes. Ouais, je pense que Christophe Randin et Donovan Schusseil travaillent pour le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Ils débutent une expédition qui doit les mener au cœur d'un site exceptionnel, un jardin isolé, cerné par les glaciers. Pour s'y rendre, ils empruntent l'un des plus célèbres trains des Alpes, le train du Montanvert. Le train du Montanvert, il est fréquenté toute la journée. Alors c'est d'abord les alpinistes qui partent vers les refuges ou vers les sommets, au premier train de 8 heures. Plus tard, c'est les familles qui montent pour observer la mer de glace. Et puis finalement, c'est de nouveau après les alpinistes qui courent pour attraper le dernier train à la descente. Là, tu vois bien les mélèzes qui ont colonisé le bord, où le glacier en fait attaquait le bord. Le train du Montanvert a été inauguré en 1909 pour permettre aux visiteurs d'accéder facilement à la mer de glace. « 20 minutes d'ascension qui conduisent Christophe et Donovan à 1913 mètres d'altitude. » Superbe. Les botanistes rejoignent Denis Poussin, le guide de haute montagne qui va les accompagner tout au long de leur expédition. Ces télécabines, elles ont été construites pour permettre aux visiteurs d'accéder directement sur le glacier. Mais hélas, depuis la construction, le glacier n'a cessé de reculer, de descendre, de perdre de l'épaisseur. Et aujourd'hui, on est obligé de construire des escaliers à nouveau pour descendre encore plus bas. Ce panneau nous montre la hauteur du glacier en 1990. Et donc, depuis, pour accéder au glacier, des marches ont été construites. En très peu d'années, le glacier a perdu quasiment 100-120 mètres par rapport à là où nous sommes. C'est bon pour vous, les gars? Ouais. Ben, nous voilà partis. Attention de ne pas rouler sur les cailloux. Hop. Accéder au jardin de Talefre exige une parfaite condition physique. 2 jours de randonnée glaciaire au cœur de paysages grandioses. Quand on arrive à Chamonix, on a 3800 mètres de montagne au-dessus de la tête qu'on peut parcourir très rapidement. Et puis ce voyage à travers les montagnes, c'est un voyage à travers tous les écosystèmes de l'Europe condensés. Donc c'est comme si on partait du centre de l'Europe jusqu'au sud du Groenland. Pour cette première journée d'ascension, les botanistes vont marcher près de 4 heures avant de rejoindre le refuge du Couvercle. Ce
Ce refuge doit son nom à la pierre imposante, sous laquelle a été construite une première cabane au début du XXe siècle. Le groupe va passer la nuit à quelques mètres de là, dans le nouveau refuge du Couvercle. Le lendemain matin, il est à peine 7 heures quand les botanistes se mettent en route. C'est beau, hein? Ce qui est magnifique, c'est que là, on est juste entre deux sorties d'alpinistes. Donc, il y a les alpinistes qui partent très tôt pour les grandes courses. Il y a ceux qui partent grimper. Puis nous, on est les botanistes, on part entre deux. Alors là, on est tout seul avec justement ces changements de couleur, rose, puis ensuite doré sur le Mont Blanc et les Jorasses. Donc effectivement, on a vraiment l'impression d'être des privilégiés. Dès les premières minutes de marche, le jardin apparaît. Donc depuis ici, on a une très belle vue sur le jardin de Talefre. C'est vraiment une île de végétation alpine au milieu des glaciers. On a ce glacier de Talefre qui descend de part et d'autre du jardin de Talefre et qui l'isole complètement de la végétation continue environnante. Donc il y a 1 kilomètre de glace autour de ce jardin. Et puis en plus de ça, il est ceinturé de moraines. Donc on a carrément une muraille de moraines autour du jardin, ce qui en fait un petit peu notre jardin privé. Voilà, bienvenue au jardin. Avec l'eau, là, c'est idyllique. Le jardin et sa pièce d'eau. C'est d'autant plus magique qu'on traverse cet environnement minéral, glaciaire, un petit peu austère, raide, avec des cailloux qui bougent. Et puis tout d'un coup, on arrive ici, on entend le ruissellement de l'eau, on a une végétation extrêmement exubérante. Donc ça contraste avec le monde minéral qui ceinture et qui isole ce jardin. Ces paysages de haute montagne, Christophe les a découverts pour la première fois à l'âge de 8 ans. Depuis, il se passionne pour les plantes de l'extrême, celles que l'on ne trouve que dans le haut du jardin. Sous la neige, ouais. On va chercher quelque chose par ici, peut-être. Quand même des endroits intéressants. Ouais. Moins de végétation qu'en bas. Il y a la Silena kaol en plus. On peut voir ici un magnifique coussinet de Silena kaol. Alors, c'est vraiment une espèce qui nous intéresse beaucoup au jardin de Talefre parce que c'est vraiment la Formule 1 des plantes alpines. Parce qu'elle a développé des adaptations qui lui permettent vraiment de s'exposer et de résister au climat extrême de l'environnement alpin. Alors, la première adaptation, c'est une forme en demi-sphère. Donc, ce n'est pas un individu ici, c'est un ensemble de plantes qui sont regroupées pour créer cette forme qui leur permet de générer un microclimat à l'intérieur du coussinet. Donovan, est-ce que tu peux nous prendre une température de référence là à l'ombre? Donc là, on a 7,5. Ah, carrément, ouais. Puis là, maintenant, tu peux prendre la température à l'intérieur du coussinet, 11 ou 12. 5 degrés de différence. Mais en plus de ça, quand il y a un peu de soleil, à l'intérieur même du coussinet, c'est la forêt tropicale. Donc, à l'étage alpin, à 3000 mètres d'altitude, on est capable d'avoir des conditions de forêt tropicale. Un peu plus loin, c'est une autre espèce qui attire l'attention de Christophe. Alors là, c'est quelque chose d'assez étonnant, hein. On est vraiment ici en présence d'une plante qui fait du bois. Donc c'est vraiment un bonsaï des Alpes. On est presque 1000 mètres au-dessus de la limite de la forêt, mais on est quand même en présence d'un arbre. C'est le saule herbacé, et c'est un arbre qui rampe pour échapper au climat alpin. Alors ce qui est étonnant, c'est que lui, c'est exactement l'inverse de la Silena kaol. Lui, c'est un arbre tricheur qui a choisi en fait de se cacher sous la neige, donc sous le névé là ici qui vient de se retirer, pour échapper par exemple au gel tardif qu'on a au printemps. Le jardin de Talefre présente dans un espace réduit les écosystèmes que l'on rencontre dans l'ensemble des milieux alpins. Les études que Christophe va y mener dans les prochaines années doivent permettre de mieux appréhender les menaces qui pèsent sur les plantes alpines de manière générale.
C'est un système qui est extrêmement sensible et les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de l'Europe. Donc à terme, ce qui pèse sur elles comme menace, c'est une disparition, une extinction totale, pour certaines d'entre elles, sur l'ensemble des Alpes. Donc ce serait une disparition qui est irréversible. Dernière étape de ce tour du Mont Blanc. La saison estivale est sur le point de s'achever, et avec elle, la période des grands travaux d'altitude. Dans quelques semaines, les conditions météo ne permettront plus de travailler sur les sommets. Donc on arrive à un peu plus de 3000 mètres d'altitude, la température extérieure est tout juste positive. Il a neigé il y a très peu de temps. Voilà la haute montagne. Depuis 30 ans, Pascal Brun participe aux grands travaux d'aménagement de la montagne. Aujourd'hui, c'est l'escalier des Grands Montées qui doit être changé. Après avoir été cloué au sol toute la matinée en raison de la météo, Pascal peut maintenant reprendre les opérations. Ah ben c'est complètement notre quotidien, hein. C'est le travail de tous les jours tout au long de l'année, quoi. Avec la variation des saisons. Donc là, un terrain qui commence à être humide, à être un petit peu glissant, avec un tout petit peu de neige en altitude. Et puis dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est tout blanc partout, avec le danger que ça représente. Retour à l'héliport pour récupérer une deuxième charge. Pascal, à la fin des GGM, tu montes Hubert aux améthystes. Ok, ça marche. Alors là, pour le coup, c'est le coup de feu. C'est parti. On n'a pas réussi à faire ce matin. On l'a reporté pour partie cet après-midi. Donc tout se condense, tout se charge. Et il faut qu'on arrive à faire rentrer tout ça dans, dans le laps de temps que la météo voudra bien nous céder. Les choses ne vont pas tout à fait se dérouler comme prévu. En milieu d'après-midi, le temps se gâte. Un épais nuage vient mettre le pilote en difficulté. Je ne suis pas déstabilisé pour autant parce que j'avais quand même la référence du sol. Le caillou était suffisamment proche pour que je vois exactement où je me trouve. Un petit coup d'œil sur la droite m'avait permis de visualiser le fait que je pouvais toujours m'échapper. Mais les ouvriers commençaient à prendre la charge, donc il n'était pas question de faire autre chose que de continuer. Alors c'est là un petit peu où est le danger du fait d'avoir de l'expérience. C'est parce qu'on pousse chaque fois un petit peu plus loin le challenge. On pousse chaque fois un petit peu plus loin ses limites. Et c'est un des dangers du métier. Il faut rester très 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 vigilant. Il faut rester très en retrait certaines fois. À peine le temps de poser la charge que Pascal doit se préparer pour une autre mission. Allez, c'est parti. Direction le refuge du goûter. On évolue dans un tableau, quoi. C'est un peu comme Mary Poppins, quand ils dessinaient à la craie sur le sol ce paysage extraordinaire dans lequel ils ont sauté quelques secondes après, et puis pouf, tout d'un coup, ils sont dans un autre univers, quoi. Voilà. On quitte la réalité quotidienne de tout un chacun, et quelques minutes après, on est dans l'émerveillement, quoi. Ça, c'est un privilège extraordinaire. Situé sur la commune de Saint-Gervais, le nouveau refuge du goûter a ouvert ses portes en juin 2013. Pascal est l'un de ceux qui ont participé à sa construction. Comme tous les corps de métier qui ont travaillé là-dessus, on laisse notre empreinte. Donc on écrit une petite page de l'histoire de la montagne, et aussi bien le plombier que le menuisier, que le charpentier, que l'électricien, tout un chacun y a laissé un petit peu de lui, quoi. Donc c'est une belle histoire.
il est tout à fait étonnant. Il a une forme ovoïde extrêmement futuriste. Il est capable d'accueillir dans un confort extrême, plus encore à cette altitude, jusqu'à 120 alpinistes. Je vais ouvrir la porte. Voilà, il est fait en fait pour résister à des vents tempétueux, puisqu'à cette altitude, on a souvent des vents qui sont très violents. Et il est énergétiquement totalement autonome. Les panneaux solaires qui permettent de faire l'énergie électrique, le chauffage, la lumière. Voilà, c'est un véritable nid d'aigle au-dessus du vide. Dans 3 jours, le refuge fermera ses portes pour l'hiver. Pascal va effectuer plusieurs rotations pour descendre le linge et les déchets et apporter du fioul et du gaz pour la prochaine saison. On va essayer de poser les 3 cuves blanches au centre de la DZ. Romain les détache et après on va tirer la grosse caisse métallique plus proche du bâtiment. C'est bon. L'opération est supervisée par Antoine Ratin, le gardien. Antoine a créé sa société pour exploiter ce refuge, propriété de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bon, écoute, ça s'est bien passé. On te rendra les élingues en même temps que les filets tout à l'heure. Oui, je vais sortir la copichère. Ok, bah écoute Pascal, merci et puis on se tient au jus pour mercredi. On a réussi à économiser une rotation en mettant ces cuves avec la grosse caisse. Et ben voilà, la première. On a la chance d'avoir un pilote d'exception qui est très précis, très professionnel, très ponctuel. Donc ça nous aide beaucoup. Au cours de cette saison estivale, Antoine a accueilli plus de 15 000 personnes venues du monde entier. Speak English? Yes. Okay. Tomorrow morning breakfast, 3 o'clock or 7 o'clock? 3 o'clock. La voie normale du Mont Blanc est très fréquentée et nous avons une capacité d'accueil importante, 120 places, mais qui est limitée. J'ai 120 lits et on ne peut pas accueillir 125 ou 130 personnes pour des raisons de sécurité. Donc la réservation est obligatoire et elle se fait en ligne. Et pour se faire comprendre, rien de tel que les bonnes vieilles méthodes. Yes. The name of the room is Albert Ier. Albert Ier, it's written on the door. Yeah. Albert Ier. Yeah. And your bed is number 64. Yes. Okay? Yes. Dinner time, 6:30. À l'arrière du refuge, c'est un autre travail qui attend Antoine. Ces blocs de glace doivent permettre d'alimenter le fondoir. Là, on casse les morceaux de glace et de neige pour que ça fonde un peu plus vite. Et ça nous permet de produire de l'eau. Voilà, donc la neige, normalement, s'accumule ici. Ici, maintenant, on est en fin de saison, donc c'est normal que là, on soit amené à ramener de la neige. Mais en début de saison, on n'a pas à faire tout ça. C'est déjà plein de neige. Voilà. Et après, le principe du fondoir, comme il est nord, qu'il n'y a pas un très bon ensoleillement, et ben en fait, on récupère la chaleur
par des panneaux solaires thermiques qui sont orientés ouest. On amène la chaleur ici. Et en fait, ces plaques d'inox, ça chauffe la glace et la neige. Sous nos pieds, on a une pièce dans laquelle il y a nos réserves. Il y a les 24 mètres cubes de réserve d'eau pour le refuge. C'est une impérieuse nécessité. Sans eau, on ne peut pas ouvrir. C'est pas possible. La journée touche à sa fin. L'heure pour les alpinistes partis conquérir le toit de l'Europe de rejoindre le refuge. Voilà, Sancho. Ça va? Yeah. You went to the top? Yeah. Yes, congratulations. Merci. Merci. Super. Es como haber cumplido el sueño. Han sido 2 días muy duros porque hemos subido sin el teleférico, sin el tren y se ha hecho duro, pero muy bonito. Una campeona.